Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 65 de la Web TV de Veille Stratégique. Ce bulletin unique pour cette semaine, puisque lundi c'était le 11 novembre et donc nous étions de relâche pour honorer la mémoire de nos anciens. Donc aujourd'hui, nous revenons avec une grosse actualité, une importante actualité à traiter. Alors on va commencer par bien sûr ce qui se passe aux États-Unis. Ensuite, nous irons sur le théâtre des opérations en Ukraine et nous terminerons par la situation au Proche-Orient. Alors en ce qui concerne donc la situation aux États-Unis, après donc plus d'une semaine de dépouillement de l'ensemble des votes, au-delà donc de la présidentielle elle-même, au-delà du Sénat, eh bien on a enfin les résultats pour la Chambre des représentants où les républicains conservent la majorité, ce qui fait que le Parti républicain et Donald Trump font entre guillemets un grand chelem avec une victoire dans chaque grande élection présidentielle, Sénat et Chambre des représentants. Si on ajoute à ça le fait que la Cour suprême des États-Unis est majoritairement composée de juges de tendance républicaine, eh bien, il n'y a aucun contre-pouvoir à la façon dont Trump va pouvoir déployer son agenda politique et son programme politique à partir de son investiture le 20 janvier prochain. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de droit à l'erreur, il n'y a pas de possibilité de se retrouver dans une situation avec un impeachment ou ce genre de contre-pouvoir. Alors quand je dis il n'y a pas de contre-pouvoir, faut pas le prendre au sens forcément négatif du terme, c'est parce qu'on se souvient que pendant son premier mandat, le fait d'avoir des majorités différentes au Sénat et à la Chambre des représentants a posé beaucoup de problèmes et a mis en place, a permis de mettre en place une procédure d'impeachment contre lui. Là, il n'y a plus de risque. De même, il y avait plein de projets de loi qui avaient été repoussés. Il y avait même, on va en parler pour ce qui se passe en ce moment, des gens qui avaient été proposés pour faire partie de son gouvernement qui avaient été rejetés, puisqu'aux États-Unis, chaque membre du gouvernement est validé dans ses fonctions par un vote de la représentation nationale. Chez nous, c'est le gouvernement dans son ensemble, c'est pas chaque ministre. Et donc là, normalement, il n'y aura personne qui sera rejeté, puisque unanimement, on s'attend à ce que la majorité des sénateurs ou des élus à la Chambre des représentants votent en faveur de ces différentes personnalités. Voilà, donc là, Trump pourra pas dire j'avais pas les moyens, j'avais pas les bonnes personnes, j'avais des contre-pouvoirs qui m'empêchaient de faire mon programme correctement. Il n'a plus qu'à le mettre en œuvre. Donc là, vu qu'en plus, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est son second mandat, qu'il n'en fera pas d'autres, on doit s'attendre à ce qu'il puisse vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il a proposé face aux électeurs dans son programme pour obtenir leur suffrage. Alors il faut, avant de passer à la formation de ce gouvernement, on va s'intéresser quelques instants au fait que les médias mainstream américains pro-Harris, pro-démocrates sont en train de s'effondrer. On constate que les gens tournent le dos depuis une semaine, que ce soit à CNN, que ce soit à CBS News, etc. Enfin, tous ceux qui ont fait campagne d'abord contre Donald Trump depuis des années, puis là en faveur de Kamala Harris, sont complètement discrédités auprès des Américains, parce que, je le rappelle, eux ont vendu au peuple américain que l'élection allait être une élection serrée, qu'elle allait probablement peut-être déboucher sur une espèce de coup d'État de la part de Trump qui ne respecterait pas le vote des électeurs ou qui se plaindrait d'une éventuelle vague massive de tricherie. Bref, ils se sont complètement disqualifiés et si d'un côté l'action de X a fait des bons, enfin de Tesla, de X, de toutes les entreprises du groupe de Elon Musk ont fait des bons en avant, chez les médias mainstream c'est plutôt l'inverse et donc on voit une véritable dégringolade des audiences de la part du public américain face à ces gens
qui sans vergogne ont menti, falsifié l'information, comme on peut le constater nous ici avec les LCU, LCI, les BFM, les CNews, etc. On est face au même problème, sauf que pour nous, en France, malheureusement pour le moment, on n'a pas d'alternance politique suffisamment importante, ni même potentielle pour espérer un tel revirement. Voilà. Alors, Donald Trump a commencé donc à annoncer certains cadres à l'intérieur de son gouvernement. Alors le plus important au départ, ça a été la nomination de Suzy Wiles, qui est surnommée Ice Lady. Alors il y avait la Dame de Fer, elle c'est la Dame de Glace, qui est donc nommée comme chef de cabinet à la Maison Blanche, c'est-à-dire qu'elle va veiller à ce que tout se passe selon l'agenda du président et que personne, en gros qu'aucune tête ne dépasse. Ça va avoir un rôle un peu d'adjudant en chef de cette nouvelle présidence. Petit clin d'œil pour moi qui suis, vous le savez, un joueur et un entraîneur de football américain, c'est la fille de Pat Summerall qui était d'abord un joueur légendaire de la Ligue nationale, la NFL, et puis aussi un commentateur vedette dans mes plus jeunes années. Il officie encore aux côtés de John Madden pour notamment commenter le Monday Night Football. Voilà, donc le personnage est planté. Alors bien évidemment, l'autre grande nomination, puisque Suzy Wiles, elle avait surtout géré la campagne de Donald Trump jusqu'à maintenant, c'était pour ça qu'on la connaissait. L'autre grande nomination qui fait du bruit, c'est bien sûr celle d'Elon Musk au poste de cette agence, à la tête de cette agence pour l'efficacité gouvernementale, où on va donc avoir des milliards de dollars d'économies qui vont être faits, des milliers de milliards d'économies qui vont être faits par le gouvernement fédéral en diminuant le nombre d'agences gouvernementales qui s'occupent de l'ensemble de l'armée, des services sociaux, de tout ce qui est les retraites, enfin bref, tout ce qui est le régalien de l'État fédéral. Eh bien, Elon Musk va faire des coupes sombres dans tous ces budgets-là, dans toutes ces agences-là qui sont pour certaines redondantes dans leur domaine de qualification, et donc ils vont permettre, d'après ce que disent certains experts et ce qu'annonce Trump, d'économiser plusieurs milliards de dollars chaque année. Alors bien sûr, on se pose des questions sur le fait que Donald Trump confie cette mission à Musk, qui va en profiter pour mettre en place des choses qui vont servir ces entreprises. Notamment, on parle de tout ce qui est dérégulation par rapport au domaine spatial, au domaine des communications, au domaine de tout ce qui est recherche scientifique avec les projets Neuralink. Alors tout le monde en fait des gorges chaudes, on peut en discuter, on peut se dire bah oui, comment ça se fait qu'un entrepreneur privé de ce niveau-là puisse atteindre des fonctions gouvernementales et mettre probablement en difficulté telle ou telle agence de régulation parce qu'elles vont à l'encontre de ses propres intérêts. La seule différence entre ce mode de fonctionnement et ce qui se passe dans notre pays et en Europe en général, c'est que nous, tout ça, ça existe, mais que c'est dans la plus grande hypocrisie que ça se déroule. C'est tout. C'est pas la peine de faire les vierges effarouchées sur les plateaux télé depuis plusieurs jours en disant « Oh mon Dieu, c'est horrible », etc. Qui tient les médias en France, Bernard Arnault, Niel, etc. Et ils font ça pourquoi? Pour les intérêts de leurs entreprises, pour donc leurs intérêts personnels. La seule différence, c'est que c'est fait par des voies détournées qui ne sont pas posées en façade du grand public. Il faut chercher un petit peu, il n'y a pas besoin de chercher très longtemps pour le savoir, mais disons que Monsieur Tout-le-Monde, le soir, quand il rentre de sa journée de boulot, qui s'est occupé de ses enfants et qu'il est un peu fatigué, qu'il se met devant la télé, il se rend pas forcément compte que c'est qu'il entend la parole de Bernard Arnault déguisée, la parole
Xavier Niel déguisé, la parole du patron là du groupe Canal+, Bolloré, voilà, qui m'échappe. Voilà, donc tous ces gens-là sont déjà aux commandes, et bien sûr, que ce soit Bernard Arnault, Bolloré ou Niel, ne tiennent pas que des chaînes d'information pour camoufler ce qu'ils font pour leurs propres intérêts. C'est des grands capitaines d'industrie. Donc là, et donc quand on voit ce qui se passe à l'Élysée avec Monsieur Colère, avec ses collusions avec plusieurs milieux industriels qui ont créé des dommages à l'économie française ou ce genre de choses, mais c'est la même chose, on est au même niveau, sauf que aux États-Unis, on n'a pas cette hypocrisie, en tout cas pas dans le camp de Donald Trump, d'essayer de cacher tout ça derrière des paravents de moraline qui encombrent le débat. Alors oui, par contre, sur le fond, philosophiquement, on peut se dire, bon, bah c'est un sacré problème quand même de voir que quelqu'un qui a donc un tel pouvoir économique aux États-Unis en tant que capitaine d'industrie, chef d'entreprise, puisse être nommé à la tête d'une agence gouvernementale pour réduire les périmètres d'intervention de l'État fédéral, et probablement donc pour que ça lui permette de développer encore plus son business. Ça, c'est clair que ça pose une question. Maintenant, les projets que propose Elon Musk sont des projets sur lesquels on peut débattre philosophiquement, là encore, de manière très importante. Mais néanmoins, ce sont des projets qui sont d'ampleur révolutionnaire dans notre histoire. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a l'intention de faire et tout ce qu'il fait d'ailleurs depuis plusieurs années, mais ça interroge quand même sur le fait qu'il y a un dynamisme, sur le fait qu'il y ait une volonté d'agir et de développer des choses qui sont des véritables projets porteurs. Un projet spatial pour aller sur Mars, c'est pas simplement du niveau de gens comme Thierry Breton ou Bruno Le Maire. Là, on parle de quelque chose qui modifie le rapport de notre humanité commune au monde et à l'univers. Donc, on peut avoir des désaccords philosophiques sur comment, pourquoi, mais on peut pas balayer du revers de la main que ce soit quelque chose qui mérite que tout homme s'y intéresse. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas se dire oh non moi non, c'est trop important. Est-ce qu'il faut que l'humanité s'exporte à l'extérieur de notre système, de notre petite planète, dans le système solaire pour aller coloniser une planète comme Mars? C'est une question philosophique majeure. C'est pas juste une question simplement industrielle ou ce genre de choses. Non, là, on va beaucoup plus loin. Est-ce qu'il faut autoriser le développement de Neuralink par rapport aux graves problèmes de handicap que peuvent subir certaines personnes et que Neuralink veut pouvoir soigner? Voilà, est-ce que l'homme augmenté est une négation de l'humanité ou pas? Elon Musk, pose des problèmes majeurs, des problèmes philosophiques majeurs, veut aller plus loin dans le développement de ce qu'est l'humanité, que ce soit donc à travers une conquête spatiale assumée, une colonisation spatiale, ou que ce soit à travers Neuralink. Et donc là, ça mérite qu'on s'interroge. On ne peut pas se limiter à dire oh non, je suis pas d'accord. Non, il faut des vrais débats. Et on voit donc que c'est porteur parce que bien sûr c'est un avenir possible pour le genre humain, même si on n'est pas forcément en adéquation avec tout ce que ça peut comporter. Eh bien, ça représente quand même une pensée qui bouge, une pensée qui va vers l'avant, avec des risques comme toute pensée scientifique, où on ne sait pas quelles vont être les dérives, mais néanmoins, ça nous interroge et ça nous porte. Voilà. Alors que quand on voit le niveau des discussions dans lesquelles nous sommes enfermés aujourd'hui, nous, en Europe de l'Ouest, bien évidemment, tout ça nous apparaît comme étant complètement étranger. Alors, à côté de ça, de cet aspect très philosophique quelque part, on a donc des nominations qui sont annoncées. Alors là, c'est vraiment la volée de faucons. Je cherchais une expression imagée, c'est la volée de faucons qui est annoncée sur les postes clés. Donc Rubio comme ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État.
Hegseth comme ministre de la Pete Hegseth comme ministre de la Défense, ancien militaire américain passé au journalisme chez Fox News, Radcliffe à la CIA, Mike Huckabee comme ambassadeur en Israël, et puis on l'a appris hier, Tulsi Gabbard comme directrice de la National Intelligence, du renseignement national. Donc là, on a vraiment toutes les grandes personnalités les plus marquées comme étant des faucons, donc pro-israéliens, anti-Chine en ce qui concerne notamment Radcliffe, anti-Iran aussi, qui vont redévelopper les idées qu'avait développé Donald Trump contre l'Iran dans son premier mandat en décidant de mettre par terre l'accord sur le nucléaire qu'avait signé Obama. Donc ça fait peur pour le moment, parce que tous ces gens-là, il va falloir attendre ces dénominations qui n'ont aucun effet juridique. C'est Trump dit voilà, j'ai choisi cette personne, et après le 20 janvier, ces gens-là passeront donc devant la représentation nationale. Alors comme je l'ai dit, il y a de fortes chances qu'ils soient adoubés puisqu'il y a une majorité républicaine partout dans la représentation nationale, mais ils sont pas là à agir demain matin. Ils sont pas à leur bureau. Alors peut-être qu'ils sont au bureau de leur futurs prédécesseurs pour commencer des passations de dossiers. Mais pour le moment, c'est des nominations qui attendent validation et donc qui ensuite rentreront éventuellement dans un second temps en activité. Donc ça laisse entendre qu'on va vers des choses, comme je l'avais dit, qui vont être très dures pour la Palestine, pour les Palestiniens. Tout ça n'est pas de bon augure du tout. Quand on prend l'ambassadeur Huckabee en Israël, lui, il nie carrément l'existence de la Cisjordanie. Pour lui, ça n'existe pas. Il a dit West Bank, I don't know. Pour lui, c'est la Judée-Samarie. Donc c'est tout le discours il reprend tout le discours des évangélistes américains pro-sionistes, et qui donc reprennent eux le discours des kahanistes, donc voilà, il n'y a pas de colonie, il y a juste des communautés qui vivent en bon voisinage avec les Palestiniens. Bah oui, ils vont les tuer dans leurs champs. Tu parles que c'est des bons voisins, bien évidemment, et donc on imagine que si tous ces gens-là sont bien en poste à partir de la fin janvier prochain, la situation pour les Palestiniens ne va absolument pas s'arranger, d'autant qu'on le verra tout à l'heure, elle ne s'arrange pas du tout par rapport à certaines déclarations de membres du gouvernement israélien ou d'officiels israéliens ces derniers jours. Voilà, donc après, le grand problème de tout ça, qui se pose depuis quelques jours donc dans tous les médias, c'est quid de ce qui va se passer en Ukraine avec ces gens-là. Alors là, c'est la grande question. On nous a fait croire pendant un temps que Trump avait eu Poutine au téléphone, alors que c'est absolument faux. Il y a plein de plans de paix qui sont là, dont tout le monde parle, mais sans qu'il y ait l'ombre du commencement de quelque chose qui sorte du bureau de Trump avec sa signature, ou celle de ses conseillers. Donc pour le moment, il est tout à fait inutile, selon nous, et on en a parlé pas mal à Veille Stratégique ces derniers jours, de venir commenter quelque chose qui n'existe pas. Voilà. On reste persuadé, comme on dit à la semaine dernière, que le poids de l'Amérique dans cette négociation éventuelle ne sera pas aussi fort qu'on a pu l'espérer chez certains supporters de Trump et chez certains Européens, parce que la situation a changé depuis un an, parce que les efforts et les sacrifices consentis par la Russie sont tels qu'on voit mal comment quelqu'un va venir dire à Poutine, pour qu'il l'accepte, qu'il va falloir figer la ligne de front, accepter le déploiement de troupes de l'OTAN sur une éventuelle ligne de démarcation, ce genre de choses. Les Russes ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus faire confiance à l'Occident et donc à son leader, que sont les États-Unis, pour faire des négociations qui soient viables à long terme, parce que les Russes, ils sont pas là, eux, à penser demain ou après-demain. Ils pensent à 25 ou 30 ans. Ils ont pas envie de se recoltiner un casus belli avec la Moldavie et la Transnistrie dans 5 ans. Ça n'aurait aucun sens. Vu ce qu'ils ont consenti, on pense aujourd'hui, d'après ce que réactualise
donc Mediazona au niveau des morts, qu'on est à peu près à 80 000 morts dans l'armée russe depuis le début du conflit, sans qu'on puisse compter, je le rappelle toujours, ce qui s'est passé avec les prisonniers de droit commun de Wagner, notamment pendant la bataille de Bakhmut. Je pense que si on accumule tout ça, on est à un peu plus de 100 000 morts du côté russe. Bien évidemment, on est probablement à plus de 500 000 morts du côté ukrainien et 300 000 amputés, sans compter d'autres types de blessés. Donc bien évidemment, quand on fait la comparaison, on est sur du 1 pour 5 en ce qui concerne les morts, et puis sur les pertes globales, on peut estimer que les Russes, s'ils ont perdu 100 000 bonhommes, sont à peu près à 280, 300 000 pertes au global, donc 200 000 enfin, avec les blessés, 200 000 blessés s'ajoutent et handicapés s'ajoutent aux 100 000 morts, et donc les Ukrainiens, eux, on l'imagine, sont à peu près à 1 million. Voilà où on en est. Hein. Donc au final, ça fait des pertes de 1 pour 3,5 en défaveur de l'Ukraine, qui n'a pas, on le sait, le réservoir démographique nécessaire pour supporter ça encore très longtemps. Donc aujourd'hui, parler de plan de paix, parler de tout ça, il faut rester extrêmement prudent et il faut bien garder en tête que pour les Russes, ça ne va pas se passer selon nos délires à nous, selon nos désirs à nous, parce que la situation pour eux est complètement différente dans le rapport de confiance avec l'Occident. Voilà. Et c'est pas parce que Poutine vient d'être réélu qu'il va faire n'importe quoi par rapport notamment aux turbo-patriotes qui le pressent de régler à très long terme, c'est pour ça que je vais employer le mot définitivement, le problème ukrainien. Voilà. Donc c'est tout ça est très prématuré. Moi, je préfère qu'on attende encore quelques semaines pour voir s'il y a des contacts diplomatiques, cette fois-ci concrets, hein, pas des inventions journalistiques entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ou s'il y a d'autres canaux parallèles avec la Turquie notamment qui sont à nouveau activés. Pour l'heure, il est trop tôt pour parler de tout ça. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette victoire de Trump, hein, donc qui se confirme à 3 niveaux, présidentiel, Sénat et Chambre des représentants, sur ses premières nominations, ce qu'elles nous indiquent, mais sans qu'on puisse dire, voilà, demain matin, ils vont prendre telle ou telle décision qui va aller dans tel ou tel sens. Il faut attendre, bien évidemment, que tout ça soit entériné et que tous ces gens-là soient à leur poste pour voir vraiment ce qui va se passer, même si d'emblée, par rapport aux prises de position, j'ai parlé du Kaby, il faut aussi parler d'Exetz, le futur ministre de la Défense, qui est favorable à la construction du 3e temple sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ah, voilà le genre de délire dans lesquels ces gens-là se trouvent à l'égard d'Israël et des Palestiniens. Donc c'est pas très joyeux si ces gens-là appliquent vraiment ce genre de politique, parce qu'après c'est toujours pareil, on fait de grandes déclarations, on fait on prend des postures, est-ce qu'ensuite en termes de décision c'est des décisions qui sont équivalentes aux postures qu'on a pu avoir, ça c'est encore autre chose, on le sait très bien. Alors avant de passer à l'Ukraine, puisqu'on vient d'aborder un peu le sujet, je tiens donc encore une fois à vous remercier pour votre fidélité, pour les partages, pour les pouces en l'air, pour les commentaires, les questions positives sur la dernière vidéo de la semaine dernière. Je fais un petit message à tous ceux qui n'écoutent pas les vidéos jusqu'au bout quand on leur explique ce que va être le menu, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus me dire « Ah, pourquoi il y a eu un problème avec la chaîne, on n'a pas de vidéo depuis jeudi, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, on vous l'a annoncé, on respecte le 11 novembre ici, hein, étant donné la façon dont ça peut nous concerner à titre personnel. Donc on avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'émission tout simplement, hein, on n'est pas tombé sous le coup de la censure. Donc écoutez-nous jusqu'au bout, hein, ce qu'on vous raconte dans l'ensemble, ça a un intérêt, hein, on parle pas pour ne rien dire, on coupe la vidéo sinon. Donc voilà, merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir financièrement, que ce soit ponctuellement via PayPal, ou même d'ailleurs pas seulement ponctuellement, mais qu'on décidé de faire des petits dons récurrents sur PayPal de quelques euros, c'est très bien ainsi. Merci à ceux qui s'abonnent sur Patreon. Donc la semaine prochaine sur Patreon, vous aurez le droit à donc on va voir comment on fait techniquement un live avec les abonnés.
On a eu la mauvaise surprise de découvrir que l'outil de Patreon pour pouvoir faire ce genre de choses est payant. Donc on va voir si on passe par ça ou si on passe par Zoom gratuitement et que la conférence durera 40 minutes et on invitera donc tous ceux qui sont membres via leurs adresses mail. On vous donnera plus de précisions dans le bulletin de lundi matin. Et puis encore un grand merci à ceux qui ont compris qu'il fallait partager au-delà des vidéos des bulletins toutes les publications pour nous aider dans notre référencement, que ce soit à travers Telegram, notre chaîne Telegram, continuez de vous abonner, à travers Facebook qui continue de nous censurer sous couvert de dénoncer le fait qu'on ferait du spam en partageant nos vidéos et nos publications, et pas seulement nos vidéos d'ailleurs. Merci d'aller sur le blog, là où on publie régulièrement, où on met en avant des vidéos quant à l'évolution du front, notamment de la guerre en Ukraine. Et puis pour ceux qui s'abonnent sur ma chaîne personnelle Tertios del Sol sur X pour avoir parfois des fois du contenu supplémentaire par rapport à ce qu'on peut partager plus facilement à travers la plateforme de X. Alors maintenant donc deuxième sujet, on va parler de l'Ukraine. Alors on va d'abord parler de la situation politique encore une fois avant de parler de la situation militaire sur le terrain. Donc on n'a pas d'idée claire, on vient d'en parler sur le plan de paix que proposerait le gouvernement de Trump et Trump en personne. Par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis la semaine dernière, c'est l'effervescence côté Starmer, donc pour la Grande-Bretagne, Macron et Mark Rutte pour l'OTAN, pour essayer de faire encore bouillir un peu plus la marmite entre l'Ukraine d'un côté aidée par l'OTAN et la Russie pour s'aborder toute tentative de plan de paix. C'est-à-dire que là, les trois lascars, les trois pitoyables lascars sont comme des larrons en foire pour tenter de forcer la main à Biden pour qu'avant la nomination de Trump, on puisse autoriser l'Ukraine à frapper, encore une fois, c'est la tarte à la crème de ces derniers mois, au niveau des gens en Occident, en Europe, c'est de dire il faut autoriser l'Ukraine à frapper la Russie dans la profondeur. Et donc là, les gars se disent bon, c'est notre dernière chance. Dans 2 mois et demi, dans 2 mois, quasiment, Trump va être à la tête des États-Unis avec le gouvernement dont on vient de parler, vraisemblablement. Et si on n'envenime pas la situation pour forcer un conflit ouvert entre la Russie et nous, c'est fini, c'est foutu. Donc il faut à tout prix qu'on force la main à Papy Biden, qui a pas l'air d'être en mauvaise forme là d'ailleurs. C'est assez impressionnant comment la victoire de Trump semble lui avoir rendu un petit peu de sa jeunesse, quand on le voit avec Donald Trump, notamment hier à la Maison Blanche, mais bon. Et donc les trois lascars, là, Starmer, Macron et Mark Rutte, ont dit, bon voilà, c'est maintenant ou jamais, il faut que Biden nous autorise les Ukrainiens à frapper dans la profondeur avec le matériel que nous on fournit à l'Ukraine. Et comme ça, on est sûr que les Russes vont être obligés de répliquer et donc de rentrer en guerre. Voilà. Ces gens sont complètement fous, on le sait. Ça fait 2 ans et demi qu'ils nous bassinent avec ce genre de bêtises. Je pense que Biden va pas prendre ce genre de décision alors qu'il lui reste à peine donc 2 mois, enfin 2 mois et quelques jours, puisque nous sommes le 14 novembre et qu'il est 8h10 passé. Il lui reste 2 mois et 6 jours à la tête du pays. Il va pas prendre ce genre de décision complètement folle. On voit bien que là, c'est le barreau d'honneur. Donc les Britanniques, on sait qu'ils sont d'une russophobie rabique depuis le 19e siècle. Les Russes payent leur alliance avec la Grande-Bretagne pour vaincre Napoléon. C'est le retournement de l'histoire. Les gens qui n'ont pas compris qui étaient les Britanniques depuis 1815, tant pis pour eux. Voilà, ils le payent sans cesse, tout au long de ce qu'on a appelé le grand jeu au 19e siècle et puis au 20e siècle également. Macron, parce que il veut exister, donc pour exister, il se raccroche à tout ce qui bouge. Et puis Mark Rutte, alors là, lui, il nous dit si Trump arrive à faire la paix avec les Russes sur le dos de l'Ukraine, je prends mes responsabilités et je fous les États-Unis dehors. Ils quittent l'OTAN, je les mets en dehors de l'OTAN.
Mais ce monsieur est complètement fou. Ce monsieur a oublié qui était le maître. Ce monsieur a oublié que l'OTAN, c'est les États-Unis qui dirigent. C'est certainement pas monsieur Mark Rutte qui vient d'un pays comme les Pays-Bas, qui pèse rien dans le budget de l'OTAN, qui pèse rien militairement, qui a été en plus, parce qu'il faut pas oublier, Macron n'a jamais fait l'armée, puisque vu son âge, il en a été exempté comme toute sa génération avec la disparition du service militaire. Et Mark Rutte, lui, il était objecteur de conscience et il veut faire la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais qu'est-ce que c'est? Et il veut dicter sa loi aux États-Unis d'Amérique. Mais on est dans le ridicule le plus total, le plus total. Hein, ces gens sont fous, ils sont bellicistes, mais néanmoins ils sont ridicules, ridicules. Alors, je pense que bien évidemment, tous ces gens-là vont recevoir des petits coups de fil de Washington. Hein, alors, ça va pas empêcher, au niveau notamment des opérations spéciales en Ukraine, les Britanniques de continuer à aider les Ukrainiens à faire des coups de Trafalgar, et probablement les services français également, hein, les unités qui dépendent de la DGSE. Je pense qu'ils vont continuer d'aider l'Ukraine à monter des opérations qui sont des coups de Trafalgar. On a appris hier qu'il y avait un pont en péninsule de Crimée qui s'était effondré sur une des voies de communication qui permet d'aller de la Crimée vers la région de Kherson. Bon, on verra si tout ça n'est pas encore le fruit d'une opération commando. Donc voilà, donc ces gens-là veulent tenter un baroud d'honneur. Je pense que c'est vain, et encore une fois, c'est plus pour essayer d'exister politiquement en interne ou au sein de l'Union européenne que pour quelque chose qui va déboucher sur un véritable changement sur le terrain. D'autant que dans le même temps, simultanément, on voit des gens comme cet abruti de Thierry Breton, hein, qui viennent nous dire maintenant: ah, on réalise quand même qu'avec l'arrivée de Trump, le mot de paix peut être à nouveau prononcé dans les couloirs à Bruxelles. Ah bon, avant c'était interdit. Dans la grande démocratie qu'est l'Union européenne, dans le siège de la grande démocratie qu'est l'Union européenne, on n'avait pas le droit de parler de paix en Ukraine, monsieur Breton. Et là, alors que vous avez vomi sur Donald Trump, vous avez vomi sur les Américains qui votent pour lui, vous avez vomi sur ses soutiens, là vous venez nous dire: ah, on va peut-être pouvoir enfin parler de paix grâce à l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Là encore, on voit le niveau de ridicule de ces gens-là, parce que de toute façon, Monsieur Breton a essayé de faire son marque-route il y a quelques semaines en venant dire à Elon Musk: attention, attention. Il a été rappelé tout de suite à l'ordre par le Congrès des États-Unis, et comme un bon petit chien qu'il est, il a baissé les oreilles et la queue, et maintenant, automatiquement, en plus avec l'arrivée d'Elon Musk dans le gouvernement des États-Unis et bien sûr de Donald Trump à la tête des États-Unis, Monsieur Breton, il a bien compris que s'il voulait continuer d'exister, et s'il voulait pas voir toutes ces casseroles judiciaires remonter à la surface soudainement, il fallait à nouveau faire le petit chien, hein, le petit chien docile et obéissant. Et je pense que monsieur Mark Rutte en fera autant dans peu de temps. On verra pour Emmanuel Macron. Quant à Starmer, là c'est un petit peu plus compliqué par rapport à l'autonomie, une partie de l'autonomie qu'ont les Britanniques pour faire un peu tout et n'importe quoi dans ce conflit depuis le départ. Voilà. Alors en ce qui concerne la situation sur le terrain, donc vous voyez, on vous a projeté comme d'habitude la carte d'ensemble. On va parler bien sûr du secteur de Soumy, hein, que tout le monde appelle le secteur de Koursk. Nous on l'appelle le saillant de Soudja, parce que militairement parlant, ça se passe dans l'oblast de Koursk, certes, mais ça se passe surtout autour de la ville de Soudja. Donc quand on mettra la carte après, vous verrez, c'est marqué Soudja Soumy ou Soumy Soudja. Et ensuite, on vous parlera du secteur de Pokrovsk et de Novosilka, parce que c'est là, encore une fois, que se joue, je pense, alors je dis pas qu'à Soumy il se passe rien d'important, mais qui se passe, comme d'habitude, dans le secteur de Pokrovsk et Novosilka, les opérations offensives les plus importantes du côté russe. Et puis, vous l'avez vu, nouveauté, il y a 2 flèches pointillées rouges qui partent donc de la région de Zaporozhye vers la ville de Zaporizhzhia.
où on pense que les Russes vont lancer une grande offensive dans les semaines qui viennent. Hein, tout le monde parie sur le fait que c'est dans ce secteur-là qu'ils vont attaquer. Je rappelle qu'en termes de prévision, des gens nous avaient dit pendant longtemps qu'ils allaient attaquer Kharkov, c'est ce qui s'est passé, mais qu'ensuite on nous avait dit qu'ils allaient attaquer à Soumy, et ça s'est pas passé, c'est les Ukrainiens qui ont attaqué depuis Soumy. Donc là, c'est compliqué d'avoir... alors même si vous verrez que du côté de Novosilka, on a des opérations offensives russes qui sont significatives et qu'on a pu constater sans aucune espèce de doute, là, bon, les gens parlent de concentration de forces russes, mais on nous parlait aussi de concentration de forces russes pour attaquer Soumy, et puis finalement, c'est les Ukrainiens qui ont été les premiers à attaquer. Et en plus, ce qui interroge dans une éventuelle offensive dans cette zone, c'est que c'est le secteur le mieux fortifié, avec des fossés anti-chars, des dents de dragon, etc. Et puis donc tout ça couvert par plusieurs points d'appui défensifs. C'est donc un des points les plus importants des défenses ukrainiennes. Donc pour attaquer dans cette zone-là, il va falloir avoir beaucoup d'hommes et se dire que les Ukrainiens ont peu de défenseurs pour tenir leur puissant réseau défensif. Alors, donc dans le secteur de Soudja, Soumy-Soudja, comme vous voulez, hein, donc qui donc se situe dans l'oblast de Koursk, hein, on a aujourd'hui, alors je ne vais pas revenir sur le revers tactique que les Russes ont enregistré il y a 48 heures maintenant, si je compte bien, qui a été largement documenté avec des vidéos. On voyait donc une colonne russe être quasiment totalement anéantie par l'artillerie et les drones ukrainiens. Ça arrive, c'est arrivé déjà au début de la bataille pour prendre Avdiivka en octobre de l'année dernière. Est-ce que ça a changé le cours de la guerre? Non. Ça nous renseigne sur le fait qu'il peut toujours y avoir des problèmes au sein de l'armée russe comme de n'importe quelle autre armée, dans n'importe quel conflit de grande intensité comme celui-là et qui dure, c'est on part à l'attaque en pensant qu'on a des renseignements suffisamment sûrs sur les défenses adverses, et puis, malheureusement, on a été trompé, on s'est trompé, et on le paye. Voilà, ça veut pas dire que d'un seul coup l'armée russe est redevenue lamentable, ça veut pas dire, comme on l'a vu à longueur de chaîne de télé, que les Russes sont repartis avec les assauts de Vagumène de 1941 pour arrêter la Wehrmacht. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a eu un échec, d'accord, et à côté de ça, l'armée ukrainienne continue de se faire concasser partout dans le secteur de Soudja. Donc qu'est-ce que ça va changer? Ah, rien. Ça a fait des belles images, ça a permis de faire de la com, ça a permis aux idiots sur LCI de dire que les Russes en une journée avaient perdu, alors au début ils disaient 1900 tués sur tout le front en une journée, puis ensuite ils se sont ravisés, non 1900 tués ça fait beaucoup, c'est peut-être 1900 pertes sur toute la journée, mais quand même on se doute bien que même par rapport à cette colonne qui a été détruite, s'il y a eu peut-être aller au maximum une centaine de pertes, si on se dit tous les équipages ont été impactés, tous les soldats qui étaient dans les véhicules ont été impactés, etc., je suis même pas sûr qu'on arrive à 100 pertes sèches. Voilà. Donc tout ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et surtout, alors on nous dit, voilà, ils ont perdu des blindés. Hier soir, que les Ukrainiens, eux, avaient encore perdu un Challenger 2. Donc il doit même pas leur en rester 10 en état de tournée. Hein, après avoir perdu encore un léopard quelques jours auparavant, il y a 2 jours je crois, qui lui a quasiment été récupéré intact par les forces russes. Voilà. Donc là vous voyez que les attaques russes se poursuivent pour réduire le saillant. On a donc en flèche pleine les assauts qui ont fonctionné, en flèche en pointillé les assauts qui sont encore en cours et qui n'ont pas forcément abouti. Donc avec une grande capacité de résistance des Ukrainiens, parce que comme on le dit depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens continuent d'investir dans ce saillant leurs meilleures unités. La perte de Challenger 2 et de Léopard continue de le prouver, c'est-à-dire que les meilleures brigades de l'armée ukrainienne sont là-bas et se font concasser. Et de temps en temps, tactiquement, ils réussissent un coup et ils mettent en défaut une colonne complète de l'armée russe. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de regagner du terrain? Non. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train d'arrêter les Russes? Non.
La reconquête de ce saillant se poursuit. Alors, elle a été ralentie par ce succès ukrainien, mais elle n'a pas été arrêtée. Et les pertes qu'ont subies les Russes restent inférieures, malgré le côté spectaculaire de cette colonne qui a été donc détruite, restent moins importantes que l'ensemble des pertes ukrainiennes subies dans le saillant. On a dépassé les 20 000 pertes depuis le 6 août. Voilà. Donc août, septembre, octobre, début novembre, plus de 20 000 pertes ukrainiennes parmi donc les meilleures unités de l'armée ukrainienne ont été détruites dans ce saillant depuis le 6 août. Et le saillant n'a cessé de se réduire. Alors là, la réduction est de plus en plus lente parce que les Ukrainiens s'accrochent et continuent d'engager leurs réserves. Mais comme vous le savez, toutes ces réserves qui sont engagées là, elles manquent ailleurs pour tenir le reste du front. Et on est bien conscient que, comme on l'avait annoncé, eh bien, tout ça est fait dans un esprit politique pour qu'en cas de négociation avec Moscou, et notamment de négociation sous l'égide maintenant de Donald Trump, on ait une monnaie d'échange avec Moscou. Ce qui est complètement illusoire d'imaginer que Moscou va accepter de mettre Soudja dans la balance pour ne pas, par exemple, obtenir l'intégralité de la région de Kherson ou de celle de Zaporozhye, c'est complètement stupide. Les régions dont on parle ont le même statut que l'oblast de Koursk. C'est le territoire de la Fédération de Russie aux yeux des Russes. Donc, ils ne les lâcheront pas, tout ou partie. Ils réintégreront, y compris les territoires qu'ils ont dû abandonner sur la rive nord du Dniepr en 2022. Et ils se battront jusqu'au bout pour ça. Alors c'est pour ça aussi que là, ils continuent d'envoyer du monde fort à Soumy, mais c'est très bien pour le reste du front parce que les Ukrainiens sont obligés de lâcher du lest ailleurs. Donc ailleurs, c'est notamment donc dans le secteur de Kurakhove, dont on parle, donc qui est au sud de Pokrovsk, où comme vous le voyez, donc les assauts russes se poursuivent en direction globalement de l'ouest, avec les flèches rouges qui sont pleines. On a vu donc, j'ai mis en orange le barrage là qui a sauté en début de semaine, sans qu'on puisse être certain que c'est un obus russe ou un obus ukrainien qui l'a fait sauter pour inonder le secteur. Alors ça peut être les Russes pour freiner le repli des Ukrainiens, voire même l'interdire, mais ça peut être aussi les Ukrainiens pour freiner les Russes afin qu'ils ne puissent pas les encercler correctement dans la région qui se trouve donc au nord de Kurakhove, qui est à l'endroit où il y a les deux flèches rouges quasiment côte à côte, qui est l'objectif principal. Il est intéressant de noter que sur le plan tactique, les Russes sont à l'assaut de la ville elle-même. Ils n'ont pas décidé simplement de la contourner, mais ils ont décidé de pénétrer à l'intérieur, alors que c'est quand même un nœud défensif important. On constate qu'ils ont aussi décidé, en prenant donc Dalny, qui se trouve juste au sud, c'est l'autre flèche rouge entière, de prendre aussi en as les troupes qui se trouvent au sud de Dalny, en coupant la route qui mène à Ouspenivka. Donc on pense que dans les jours qui viennent, on va avoir, comme on l'a eu pour Kurakhivka il y a quelques semaines, ces poches qui vont s'effondrer les unes derrière les autres, jusqu'à ce que les Russes percent en direction d'Andrivka et de Constantinople, c'est les flèches pointillées, qui sont donc les deux villes qui servent de plateforme à toute la logistique de l'armée ukrainienne. On vous a mis les voies d'approvisionnement et de communication, les routes principales donc en turquoise. Et donc on pense que depuis le nord, on va avoir la prise de Petropavlivka qui va pas tarder à arriver, et que les Russes déboucheront donc vers Andrivka depuis le nord-est. Et au sud, vous le voyez, depuis le secteur de Maksinivka et Yasna Polyana, on a les troupes russes qui continuent de progresser, et à un moment donné, elles vont remonter plein nord sur Constantinople pour fermer une grande poche à l'est dans laquelle les Ukrainiens vont se retrouver encerclés.
Alors le problème pour aborder Constantinople depuis le sud, c'est qu'il y a cette grande ligne bleue de fossés anti-chars, de dents de dragon, etc. Donc on verra si les Russes réussissent à s'en emparer de vive force, ou si la menace venant, puisque ces réseaux sont tournés vers le sud, si la menace venant d'Andrivka et du nord-est se précise, eh bien s'ils sont obligés tout simplement de l'abandonner. Donc voilà la situation dans le secteur au sud de Pokrovsk, qui reste le secteur de l'effort principal offensif russe ces derniers jours. Alors, juste à côté, vous allez voir, on retrouve Yasna Polina sur la carte. D'ailleurs, la flèche, elle devrait pas être en pointillé, c'est une flèche pleine, pour reprendre celle de tout à l'heure. On voit des attaques se développer. Alors, on en a vu se développer depuis Zolotaniva à l'est de Novosilka, mais on a également vu ces derniers jours des attaques venant du sud. Alors, celles depuis Rojajne vers Makarivka, elles ont commencé il y a plusieurs semaines maintenant, mais maintenant, on constate depuis une petite semaine des attaques sur Rivnopil qui est tombé hier, sur Novodarivka, qui pourrait laisser entendre que les Russes vont essayer d'encercler Novosilka à la fois par l'est et aussi par l'ouest, pour couper, là encore c'est un grand carrefour de communication dans le secteur, pour le couper du reste de l'Ukraine, de telle sorte à favoriser ce qu'on avait expliqué au cours des semaines précédentes, c'est-à-dire une exploitation dans la profondeur, parce qu'après la chute de ce genre de nœud défensif, vous n'avez plus rien d'important comme tissu défensif fixe, tranché et compagnie, c'est la plaine et c'est terminé. Voilà. Donc c'est ce qui fait dire aussi que, vu les observations qu'on a pu faire de l'arrière-front dans ce secteur où il y aurait, semble-t-il, des grandes concentrations de forces russes, que les Russes vont développer une grande offensive une fois que Novosilka sera tombé, pour prendre l'oblast, enfin pour prendre ce qu'il reste à prendre de l'oblast de Zaporojie. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation en Ukraine ce matin. À voir comment tout ça va se développer dans les jours qui viennent, mais on voit que les Russes donc sont toujours à l'offensive, sont toujours dans une dynamique de progression, continuent de gagner du terrain. Et comme d'habitude, on n'est pas à l'abri de voir des secteurs, comme on l'a vu la semaine dernière, dans la région de Kupiansk, dans le secteur de Terney, ou voire dans le secteur de Seversk, se réveiller à nouveau avec de nouvelles attaques si les Ukrainiens ont été obligés de déplacer des réserves, sur notamment le secteur de Soumy, Soudja, dont on vient de parler. Alors maintenant, on va parler du dernier sujet, donc qui est le Proche-Orient. Alors, on en a déjà un peu parlé en ce qui concernait la position future des États-Unis. Il faut pas oublier donc les déclarations récentes de certains politiciens israéliens au sujet donc de Gaza, puisqu'on va commencer par la situation en Israël et en Palestine, où on nous dit, ça y est, les masques tombent. Alors les masques officiels, parce qu'on se doutait bien que c'était ça qui était à l'œuvre derrière le concassage, la destruction et l'épuration ethnique de Gaza, c'est qu'on a des gens en Israël, des officiels israéliens qui nous disent bon bah maintenant les Palestiniens ne reviendront pas dans le nord de la bande de Gaza, c'est fini, on les a chassés, voilà, on a tout rasé, et on va réimplanter éventuellement des colonies, qui avait été démantelé, je le rappelle, par Ariel Sharon avant qu'il tombe dans le coma. Voilà, donc on l'avait dit, c'est fait, l'histoire des otages, l'histoire de l'attaque du 7 octobre, etc., bah, tout ça aura servi au gouvernement de Netanyahou pour mettre en œuvre sa politique de purification ethnique, sa politique de reconquête de Gaza, comme demain il a l'intention, si on en croit en plus le futur nouvel ambassadeur américain en Israël, eh bien ça s'appliquera aussi en Cisjordanie demain matin. Voilà, parce que le but du jeu, c'est le grand Israël biblique, vider la terre d'Israël de tous ceux qui n'ont rien à y faire. Je rappelle ce que disaient les rabbins talmudiques francophones le lendemain de l'attaque du 7 octobre, à la fin des temps, quand la guerre de Gog et Magog est là,
l'Éternel prend la terre d'Israël comme une couverture et va la secouer pour que tombent tous ceux qui n'ont rien à faire dessus, y compris les Juifs laïcs. Voilà. Donc tout ça n'est que le reflet de cette vision eschatologique qui est complètement folle, hein, à l'égard de toutes les populations qui vivent dans cette région, y compris les Juifs laïcs ou les Juifs religieux antisionistes. Il y en a, on le sait. Voilà. Cette vision de fou est en train de s'appliquer, et maintenant, on avait déjà vu des gens comme Ben-Gvir ou Smotrich nous dire de toute façon on pourrait affamer les Gazaouis, c'est pas grave, 2 millions de personnes, bah non, hein, c'est ce qu'ont fait les nazis avec Leningrad, Saint-Pétersbourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi nous Juifs on se priverait de faire pareil? Bah, bien sûr, enfin nous Juifs, hein, si Smotrich représente tout le peuple juif, non, heureusement non, heureusement non. Donc voilà où on en est sur les déclarations politiques, et donc il va falloir voir si dans les faits c'est vraiment ainsi que ça se passe. Il va falloir voir comment Israël va sortir de la situation sur le terrain, puisque là, donc, comme vous pouvez le voir sur la carte avec l'ensemble des symboles, donc il y a encore eu des frappes autour de la ville de Gaza, hein, enfin sur Gaza et autour de Gaza. Les Palestiniens ont encore, les mouvements de résistance ont encore tiré en direction d'Israël. Alors leurs tirs ont été interceptés, mais ça veut donc dire qu'ils ont toujours des capacités militaires à mettre en œuvre, tant pour tendre des embuscades dans Gaza que pour tirer vers Israël. Donc ça veut dire que la stratégie militaire employée par Tsahal ne fonctionne pas, puisqu'elle n'a toujours pas réussi à détruire le Hamas, et que de toute façon, en s'y prenant de la sorte, elle n'y arrivera malheureusement jamais, parce que ça continuera d'entretenir des candidats parmi la population palestinienne, et c'est bien normal, hein, les gens voient leur famille mourir, ils ont que le Hamas ou le djihad islamique vers lequel se tourner. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quand on vient de raser votre maison, qu'on vient de tuer vos parents, qu'on vient de tuer vos enfants, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre dans le désespoir dans lequel vous vous trouvez? Voilà. Donc la méthode, la stratégie militaire israélienne favorise l'émergence de nouveaux combattants fanatisés par la pensée du Hamas, la pensée des frères musulmans. Bravo, bravo. On constate également, donc toujours dans la bande de Gaza, dans le secteur de Khan Younis et de Rafah, de nouvelles frappes israélienne, qui continue systématiquement de faire des morts parmi les civils. On ne sait pas à combien s'élèvent les pertes du Hamas aujourd'hui, puisque même Israël ne communique plus souvent sur cet aspect. Donc on a encore 3 personnes qui ont été tuées, une vingtaine qui ont été blessées, sans que... Alors là, dans les journaux télévisés, dans tout ça, c'est fini, hein. Israël... elle fait ce qu'elle veut. On va vous parler de tout ce qui s'est passé avec les supporters de football, on va vous parler de tout ça, mais en manipulant les images, en manipulant l'information. Je vais pas y revenir, plein de gens ont débunké tout ça. Hein, ce que je remarque moi, c'est que par rapport à ce qui s'était passé, c'était fin d'été, fin du mois d'août, pardon, début septembre, lors d'un match en Israël. Alors c'était pas le Maccabi Tel Aviv, c'était le Maccabi Haïfa qui jouait, et où les ultras avaient balancé une banderole: la vie d'un enfant israélien vaut plus que celle d'un enfant palestinien. Mais à l'époque, ça n'avait gêné personne en Europe. Personne. Et par rapport à ce qui va se passer ce soir avec le match France-Israël, ça ne gêne bien évidemment personne. On a pu bannir la Russie, la Biélorussie, de toutes les compétitions internationales, de l'UEFA, de la FIFA, de tout ce qu'on veut pour ce qui s'est passé à partir du 24 février en Ukraine. Mais Israël, alors là, pas touche, hein, personne pour critiquer tout ça. Et comme on l'a vu, comme le disait Ronnie Broman très intelligemment au début de ce qui s'est passé à Gaza l'année dernière, la politique du gouvernement Netanyahou met en danger des Juifs à travers le monde. Voilà, parce que les supporters du Maccabi Tel Aviv ont commencé à faire n'importe quoi dans Amsterdam, et à la fin, on a des gens qui sont pas non plus des gens recommandables, qui soi-disant défendent la cause palestinienne, qui s'en sont pris à des gens qui avaient été identifiés comme étant des Juifs néerlandais.
qui avait rien à voir avec cette histoire. Voilà. Et puis bien évidemment, pour en finir avec ce qui se passe en Palestine, je rappelle, en Cisjordanie, à nouveau, des arrestations arbitraires hier. 12 Palestiniens au moins ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes en toute illégalité sur le territoire de la Cisjordanie. On n'a pas eu de nouvelles de la part de ce que peuvent faire les mouvements palestiniens sur place. Il n'y a pas eu de nouvel attentat, il n'y a pas eu d'attaque contre les colonies et contre les colons. On verra si ça continue ou si, comme ça a été le cas la semaine dernière, on a des mouvements comme ça d'éclatement de colère légitime parce qu'on n'en peut plus de supporter cette occupation depuis 1967 sans que plus personne ne s'y intéresse et que ça se fasse dans l'impunité la plus totale. Tout comme l'arrestation de nos gendarmes sur le site archéologique, c'est Elona, si ma mémoire est bonne. Voilà, tout ça passe à là. Tous les gens qui étaient là, je soutiens inconditionnellement Israël, etc. Là, on les a pas entendus dénoncer cette violation de notre souveraineté nationale, parce que de toute façon, notre souveraineté nationale, on est vendu d'un côté à l'OTAN et aux Yankees. Là, on est vendu, alors pas aux intérêts israéliens forcément, mais on ne veut plus imaginer qu'on puisse critiquer Israël parce qu'il y a cette idée qu'on serait tout de suite un antisémite, avec le vocable d'antisioniste. Je sais pas ce que ça veut dire. Les seuls véritables antisionistes que je connais, que j'ai identifiés depuis longtemps, c'est une partie des rabbins ultra-orthodoxes qui disent que l'État d'Israël est illégitime à leurs yeux. Eux, ils sont antisionistes parce qu'ils veulent pas d'État d'Israël. Pas du tout. Ni dans les frontières de 48, ni dans les frontières de 67, ni dans celles d'aujourd'hui. Eux sont les seuls antisionistes que, en Occident, j'entends, je parle pas dans le monde arabe, mais en Occident, c'est les seuls que j'ai identifiés. J'ai jamais entendu quelqu'un venir dire je veux la reconnaissance de l'État palestinien, mais faut mettre tous les Juifs dehors ou faut que l'État d'Israël disparaisse. Les gens qui disent ça, là, effectivement, sont tout à fait disqualifiés. Mais quand on critique la politique de Netanyahou ou de n'importe quel gouvernement qui veut maintenir les colonies en Cisjordanie, qui veut maintenir la souveraineté illégale sur le Golan, etc., etc., ils ont jamais dit qu'il fallait que l'État d'Israël disparaisse. Ils ont toujours dit qu'il fallait que l'État d'Israël, tel qu'il a été sanctionné dans ses frontières avant la guerre des 6 jours, il a tout à fait le droit d'exister, et il a le droit d'exister en sécurité. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais par contre, tout le reste de ce qui se passe à l'extérieur de ce cadre-là, on doit, c'est même pas on peut, c'est on doit le critiquer parce que c'est tout simplement insupportable. Voilà, c'est tout. Ah, mais alors nos gouvernants, non, mon Dieu, on n'a pas le droit de faire ça, etc. Voilà. Alors qu'il y a des juifs courageux, comme Ronnie Broman et comme quelques autres, qui prennent la parole pour dire, mais non, on n'a pas Israël ne peut pas faire ça. Voilà. Israël ne peut pas faire ça. Tout comme le disait autrefois, vous le savez, je suis très attaché à la pensée de Leibowitz, qui lui avait inventé ce néologisme terrible, Leibowitz. En disant qu'il y avait le judéo-nazisme en Israël. Ce sont les mots de Leibowitz, l'un des plus grands penseurs juifs du XXe siècle. Il a parlé de judéo-nazisme. Voilà, c'est pas les gens c'est pas les frères musulmans, c'est pas les mollahs à Téhéran. C'est une des plus grandes consciences du peuple juif du XXe siècle qui a dit l'état sécuritaire dans lequel nous sommes en train de nous installer, de nous enfermer, de nous replier, est géré par des judéo-nazis. Voilà, c'était les propos de Leibowitz. C'était pas les propos ni de la France insoumise, ni de tous ces gens-là qui, eux, font de la récupération politique de ce qui se passe là-bas. C'était de la part d'un des plus grands penseurs, d'une des plus grandes consciences juives israéliennes du XXe siècle. Je le rappelle. Alors maintenant, on va passer, pour terminer, à la situation au Liban.
Donc, comme on le constate depuis maintenant plus d'un mois, depuis début octobre, eh bien la situation au Liban est donc toujours la même, avec des frappes aériennes. Vous avez toujours les petits symboles verts avec les bombes blanches qui vous montrent les bombardements israéliens, donc toujours sur la banlieue sud de Beyrouth en particulier, mais aussi dans toute la partie sud du pays, où on a demandé encore à la population, vous voyez les zones en hachuré rouge, où on a demandé à la population d'évacuer. En ce qui concerne la frappe sur le sud de Beyrouth, enfin les frappes sur le sud de Beyrouth, les Israéliens revendiquent la destruction de dépôts d'armes et de centres de commandement du Hezbollah, donc dans plusieurs quartiers. Reste à prouver si tout ça est vrai ou si c'est du bombardement de manière du carpet bombing, même si c'est pas avec des B-52 pour raser des quartiers entiers. L'efficacité de tout ça est très difficile à mesurer et c'est donc tout à fait insupportable de voir ces destructions opérées autour des bâtiments qui sont visés. Bien évidemment, les milices du Hezbollah ont tiré sur le nord d'Israël avec quantité de roquettes, et on a eu une tentative d'interception d'un F-16 au-dessus du secteur d'Al-Naqoura. Bon, bien évidemment, ça n'a pas abouti, et au niveau des combats au sol, eh bien, vous voyez avec ce qu'on a encerclé en pointillé rouge, que la situation est toujours bloquée sur la frontière. C'est-à-dire que les forces israéliennes n'ont pas réussi à avancer de plus de quelques kilomètres au maximum dans le territoire libanais, et qu'elles sont sans arrêt soumises à des combats d'embuscade par les miliciens du Hezbollah qui connaissent, je le rappelle, le terrain par cœur. Et on constate que malgré le déploiement de force, on a parlé de 4 divisions israéliennes qui ont été engagées dans le secteur. Alors je ne sais pas si elles sont encore toutes mobilisées à 100% de leurs effectifs et de leurs moyens, mais en tout cas, ça ne mène nulle part. Nulle part. Et pendant ce temps-là, donc selon le ministère de la Santé du Liban, on est à plus de 3287, on est à 3287 morts, 14 222 blessés, sans que, comme d'habitude, on puisse déterminer dans ce décompte macabre combien il y a de gens qui appartiennent au Hezbollah par rapport aux civils innocents. Alors oui, tous les civils sont innocents, mais on ne peut pas donc dire cela c'était des civils, cela c'était des cadres du Hezbollah ou des combattants. Et donc voilà, sur le plan terrestre, eh bien la situation est figée et les Israéliens n'avancent pas. Je rappelle que leur objectif est de repousser le Hezbollah au nord du Litanie, et que là on en est très loin. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire avec ce long bulletin. On a fait encore un peu plus long que d'habitude pour combler l'absence de bulletin lundi. Donc une fois encore, je vous remercie pour le fait que vous allez, je l'espère, en nombre partager cette vidéo, mettre des pouces en l'air, des questions en commentaire, des commentaires positifs. Ceux qui nous soutiendront financièrement sont remerciés par avance. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi prochain. On reprend le cours habituel de nos 2 bulletins hebdomadaires, le lundi et le jeudi. Et lundi, pour ceux qui sont abonnés Patreon, on vous donnera les explications en ce qui concerne le live de mercredi soir, qui aura lieu, je le dis tout de suite, je le précise, entre 19h30 et donc peut-être 20h10 ou 20h30 en fonction du support qu'on utilisera pour éviter de payer. Voilà, une très bonne fin de semaine et un très bon week-end à vous tous. Au revoir.